Alors, Mataki, c'est un terme Hausa, le Hausa étant une des langues importantes de l'Afrique de l'Ouest. C'est un terme qui signifie mesure, disposition, dans le sens de prendre des mesures, des dispositions pour faire face à une situation, pour résoudre un problème. Et pour nous, c'est une manière de dire que Wati, c'est d'abord un ancrage dans la région. Et on aurait pu l'appeler une note d'analyse politique, policy briefing. Nous avons choisi Mataki délibérément parce que pour nous, c'est aussi un moyen de dire que nous nous préoccupons d'abord et avant tout de l'intérêt des pays de la région et que si nous ne mettions pas en valeur les langues africaines de la région, personne ne le ferait à notre place. Donc la première publication de Wati, c'est Mataki, et Mataki suivra chacun des débats en ligne organisés sur le site du think tank citoyen. Et vous avez également Wati 5 qui signifie, disons, cette ouverture de Wati sur, cette fois-ci, sur le reste du monde, puisque le 5, on peut l'appeler Wati 5, on peut l'appeler Wati 5, on peut le décliner dans toutes les langues. Et là, nous revenons sur les 5 recommandations principales de chaque numéro de Mataki. Alors Wati 5, à nouveau, parce que nous avons choisi, au terme de chacun des débats, de préparer cette note de synthèse et de la sortir de recommandations, de pistes d'action. Et ces pistes d'action sont réellement ce qui est le plus important pour nous. Alors nous avons choisi délibérément 5 pistes d'action. Et il y aura à chaque débat de Wati et dans chaque numéro donc, de Mataki 5 recommandations principales. Pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres sur le thème de la corruption. Il y a beaucoup d'autres recommandations que vous pourrez voir dans le numéro de Mataki. Mais nous nous appesantissons sur 5 pistes d'action pour focaliser l'attention sur ces pistes-là et de manière à pouvoir organiser une action collective et un plaidoyer sur ces 5 pistes d'action. Il faut aussi savoir que nos débats sont toujours ouverts et donc le thème de la corruption, comme tous les thèmes que nous aborderons, nous ne les épuisons pas au terme de 2 mois de contribution, de débats sur les réseaux sociaux. Nous allons revenir sans doute sur la corruption assez rapidement et là nous aurons déjà une base de travail, nous pourrons venir avec d'autres recommandations. Alors Mataki, c'est d'abord une synthèse des contributions que nous avons reçues dans le cadre du débat sur la corruption. Et à nouveau, ce sera la même formule pour chacun des débats que nous organiserons au niveau de Wati. Ce sera au terme de ces débats produire une synthèse où nous choisissons des extraits, des articles que nous avons reçus venant de tous les citoyens de la région et d'ailleurs une sélection également des textes que nous avons choisi de présenter qui portent sur le thème choisi. Et parmi ces textes, vous avez des études, vous avez des rapports d'organisations internationales, vous avez des articles de recherche d'experts du thème choisi et chaque note Mataki se termine et se terminera donc par des recommandations, par 5 recommandations qui sont issues de ces contributions mais qui passent également au filtre de notre propre analyse de la situation. Nous essayons d'intégrer dans chaque synthèse Mataki non seulement ce qui nous vient des observations citoyennes, mais aussi ce qui nous vient des experts, parce que nous considérons que les problèmes auxquels sont confrontés les pays de la région, finalement, ce sont les mêmes que ceux qu'on peut avoir dans d'autres régions du monde et qu'une analyse académique, par exemple, permet toujours d'avoir un degré de connaissance plus approfondi et utile. Alors pourquoi le thème de la corruption pour ce débat de janvier-février 2016 Parce que Wati s'intéresse aux questions structurelles, s'intéresse aux questions qui sont pour nous les plus cruciales pour le présent et l'avenir de cette région. Et le débat l'a montré, les contributions citoyennes l'ont montré, tous ceux qui ont participé à ce débat ont envoyé des articles, tous ceux qui ont débattu sur Facebook ont souligné l'ampleur du problème de la corruption dans leur pays, qu'il s'agisse du Cameroun, qu'il s'agisse du Nigeria,
du Sénégal, dans toute la région, les citoyens se plaignent du degré de corruption et considèrent que c'est un problème. Même si on a également un sentiment d'impuissance par rapport à cette question de la corruption. Et je dois dire que il est important réellement de dire pourquoi est-ce que c'est un problème majeur. Lorsque nous avons envoyé la note, fait circuler Mataki, une de mes amies qui est basée en Centrafrique, a répondu en disant la corruption est mortelle. Et venant disons, de sa position à Bangui à ce moment-là, c'était une manière de dire la corruption tue. Il ne s'agit pas simplement de tourner autour du pot. Le fait qu'on ait des détournements massifs d'argent public qui doivent être affectés au service de l'eau, à l'assainissement, à l'entretien des routes, cela se traduit concrètement par des drames humains. Et lorsque vous avez également des tracasseries, des prélèvements à toutes les frontières par des agents des services de sécurité, ce qui est dénoncé par beaucoup de citoyens, vous voyez également l'impact que cela a quotidiennement, pas sur les plus riches, mais sur les populations les plus vulnérables et sur les personnes finalement qui auraient besoin de services publics, qui auraient besoin que l'État soit à leur service. Au contraire, on a l'impression qu'on a un transfert de revenus des plus pauvres vers ceux qui ont déjà des ressources importantes. Alors oui, la première piste d'action que nous mettons en évidence, c'est la nécessité de revoir totalement la politique de ressources humaines dans le secteur public, dans les pays de la région. Ça veut dire réfléchir lorsqu'on élabore cette politique de recrutement et ensuite la politique de gestion des ressources humaines tout au long des carrières dans le secteur public. Il ne faut pas simplement s'intéresser à la compétence, aux besoins de compétences. Il faut aussi considérer que l'intégrité des agents publics est une donnée fondamentale. Et connaissant déjà la situation en termes de corruption dans les pays de la région, il est important que délibérément, on réfléchisse à la manière de mieux sélectionner les agents publics. Qu'on ait, par exemple, des enquêtes de moralité qui soient sérieuses, qui soient réellement élaborées, qui permettent de savoir, en particulier pour certaines fonctions, quel a été le comportement de cet agent public tout au long de sa carrière, avant de le nommer dans une nouvelle fonction avec plus de responsabilités et en particulier avec une capacité à gérer des ressources financières. Ce que nous disons, c'est que il faut intégrer des incitations à l'intégrité dans la politique de recrutement et dans la politique de rémunération. Et nous parlons par exemple des primes, c'est-à-dire qu'il faut des incitations positives, récompenser les fonctionnaires qui sont honnêtes et trouver un moyen de le faire de manière intelligente, par exemple en concevant des primes de fin de carrière, pour que cela vienne récompenser un bon comportement, un comportement éthique pendant toute l'activité professionnelle. Et en même temps, évidemment, parallèlement, il faut renforcer les sanctions. Le sentiment d'impunité et l'encouragement le plus fort à la corruption. Donc, il faut revoir totalement la politique de gestion des ressources humaines dans le secteur public et que les citoyens puissent voir concrètement quelles sont les mesures qui ont été prises pour réduire délibérément le niveau de corruption et les incitations à la corruption dans le secteur public. Alors la deuxième piste d'action, elle peut paraître un peu obscure. Nous parlons d'une nécessité d'avoir des études de vulnérabilité à la corruption. C'est-à-dire que lorsqu'on prend chacun des pays de la région, on a un gouvernement, on a des ministères, on a toute une série d'institutions publiques, d'agences publiques, d'entreprises également publiques. Et ce que nous disons, c'est qu'il faut une démarche systématique qui consiste à examiner, je dirais, ministère par ministère, institution par institution, les failles qui existent dans l'organisation, dans les procédures comptables, dans les procédures de prise de décision. Il faut qu'on clarifie les processus de prise de décision dans chaque service public de manière à ce qu'on sache exactement qui décide de quoi
et en particulier qui a la main sur les budgets et sur les autorisations des dépenses. Il faut revoir tout ce système de manière à pouvoir colmater les brèches. Ce que nous disons résulte réellement d'une analyse qui consiste à dire que la corruption, ce n'est pas simplement une question morale, c'est une question d'institution, c'est une question de procédure. Et si on le souhaite vraiment, on peut déjà améliorer ces procédures et finalement fermer la porte à des opportunités de corruption qui sont en même temps des incitations de corruption. Donc oui, des études de vulnérabilité, évidemment, il ne s'agit pas simplement d'étudier la vulnérabilité. Sur la base de ces études, il faut prendre des mesures pour colmater les brèches qui existent dans tous les services, tous les ministères, toutes les institutions publiques. La troisième piste d'action consiste à bâtir sur des formules qui existent déjà, sur des initiatives qui existent déjà. Dans le cadre du débat, nous avons par exemple évoqué cette initiative en Inde, dans la ville de Bangalore, iPad Bribe, qui consistait à inviter les citoyens à dénoncer les faits de corruption. Lorsqu'ils ont été confrontés à un service public où on leur a demandé un paiement alors que cela n'était pas nécessaire et requis, ils avaient la possibilité d'aller sur un site internet et de dire voilà ce qui s'est passé, voilà si ça s'est passé à cet endroit précis, face peut-être même à ce fonctionnaire précis. Et ça, ce que nous disons, c'est qu'on peut bâtir sur ça et bâtir aujourd'hui sur les technologies de l'information, sur Internet, sur les outils de communication pour impliquer directement les citoyens dans la dénonciation de la corruption. Et nous avons donné également l'exemple de l'Office de lutte contre la corruption au Sénégal, l'OFNAC, qui a mis en place un système qui permet aux citoyens de saisir cet office par différents moyens, par SMS, par téléphone, par la messagerie interne intégrée au site de l'Office. Et tous ces moyens permettraient justement aux citoyens de prendre part directement à la lutte contre la corruption. Mais pour que cela pour qu'ils soient incités à le faire, il faut évidemment qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un organe derrière qui collecte ces informations et qui les traite. Mais là encore, c'est une mesure qui nous semble être absolument indispensable et extrêmement porteuse. Si on réussit à inciter les citoyens eux-mêmes à dénoncer les faits de corruption, on aura, je pense, franchi un grand pas dans simplement la compréhension globale de la gravité du problème de la corruption et de la responsabilité de tous dans la lutte contre la corruption. Nous avons été très intéressés par différentes contributions qui nous sont venues pendant ce débat sur la corruption et qui consistaient à dénoncer le fait qu'on ait renoncé dans beaucoup de pays de la région à avoir des cours d'éducation civique et morale dans les écoles, alors qu'on avait quasiment dans tous les pays ce type d'enseignement. Et nous estimons qu'effectivement la corruption, elle doit être combattue dès le plus bas âge. Elle doit être combattue au niveau de la jeunesse, au niveau des enfants, et que l'éducation est l'instrument le plus puissant pour pouvoir passer des messages. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, d'un pays comme la Suisse, qui est un pays riche, beaucoup seraient surpris de savoir que dès l'école primaire, il y a des cours qui sont réellement dédiés à l'apprentissage du respect du bien public. Et nous estimons que dans notre région, en Afrique de l'Ouest, on a impérativement besoin de reconstituer la notion de respect pour le bien public et cela peut se faire à travers le système éducatif. Et ce que nous proposons, c'est qu'effectivement, on mette en place à nouveau ces cours d'éducation civique et morale et qu'on adapte bien sûr les contenus aux différents niveaux d'enseignement. Et on pourrait d'ailleurs imaginer une connexion au niveau de l'enseignement secondaire, par exemple. On pourrait imaginer une connexion avec des cours de philosophie qui existent, de manière à connecter la morale à l'éthique et à voir exactement expliquer aux enfants pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que c'est important de respecter le bien public, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un certain nombre de valeurs simplement pour le bien-être de la collectivité. Oui, la cinquième recommandation fait référence effectivement au besoin de former davantage des journalistes dans le secteur spécifique du journalisme d'investigation et de les rendre capables de mener des enquêtes
sur des faits présumés de corruption et de pouvoir le faire de manière professionnelle, de manière à pouvoir se protéger, parce qu'il s'agit de questions extrêmement sensibles, dangereuses pour les journalistes, et de manière à pouvoir également collecter suffisamment d'informations qui sont parfois des informations financières, des informations qui demandent une maîtrise technique assez élevée, et il faut donc qu'ils aient cette capacité-là d'examiner des documents financiers, de comprendre des transactions, et donc cela demande réellement, disons, un renforcement de leur capacité spécifique sur les questions de corruption, et pour cela, il y a tout à fait la possibilité de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Il y a beaucoup de journalistes qui ont mis en évidence des affaires de corruption sur tous les continents, et dans le cadre du débat, nous avons montré quelques cas spécifiques où le rôle des journalistes a été essentiel. Mais nous ne parlons pas seulement des journalistes, nous parlons également des lanceurs d'alerte. Alors, c'est un terme qui désigne toutes ces personnes qui, souvent en étant dans un système, permettent d'avoir de l'information sur des manœuvres, des comportements illégaux qui se passent à l'intérieur du système. Et donc, on peut imaginer que des personnes qui sont dans des ministères, dans des institutions, qui ont réellement envie de dénoncer des faits graves de corruption, soient incitées à le faire, mais ne le feraient que s'il y a une protection qui leur est accordée. C'est pour cela que nous disons formation de journalistes d'investigation, mais également élaboration de mécanismes de protection juridique des journalistes et des lanceurs d'alerte, de manière à ce que ces personnes ne soient pas effrayées, évidemment, lorsqu'elles voient des faits de corruption et qu'elles ont envie de jouer un rôle citoyen au service de leur communauté, qu'elles ne soient pas effrayées, qu'elles soient protégées. Pour nous, il était important de dire que pour lutter contre la corruption, et d'ailleurs cela est valable dans beaucoup d'autres domaines de l'action publique, il ne faut pas simplement savoir ce qu'il faut faire, il ne faut pas simplement avoir les bonnes mesures, il faut aussi avoir la stratégie pour les mettre en œuvre. Et je pense que l'une des faiblesses les plus importantes que nous avons en Afrique de l'Ouest, et peut-être d'ailleurs de manière générale en Afrique, c'est le fait qu'on n'attache pas nécessairement suffisamment d'importance à la stratégie concrète de mise en œuvre d'un certain nombre de mesures. Sur le thème de la corruption, c'est particulièrement important parce que la corruption profite dans chacun de nos pays à des personnes. Il y a différentes catégories. Il y a des personnes qui profitent énormément de la corruption. Après, il y a des personnes qui profitent un peu de la corruption parce que finalement, ce qui est détourné, l'argent qui va vers un certain nombre d'élites dirigeantes, par exemple, il percole d'une certaine manière dans le reste de la société. Et donc, cela encourage un peu ce sentiment que finalement, la corruption, elle alimente une certaine économie locale, et qu'il ne faut peut-être pas non plus la combattre de manière très active parce qu'elle n'est peut-être pas aussi nocive qu'il n'y paraît. Et si on ne réfléchit pas à cela et qu'on ne réussit pas à identifier les acteurs qui profitent le plus de la corruption et qui sont capables de s'organiser pour contrer toutes les mesures qu'on peut prendre contre la corruption, si on ne fait pas le travail d'identifier parallèlement les catégories de la population, et c'est la masse des populations, en particulier les plus pauvres, qui bénéficieraient d'une véritable lutte contre la corruption, on n'est pas capable de former les coalitions. Or, il faut une coalition très large d'acteurs, de citoyens, de décideurs pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption. À nouveau, principalement parce qu'elle bénéficie à un certain nombre de personnes et ces personnes-là ne vont pas rester là, les bras croisés, si on s'attaque fondamentalement à ce qui leur permet d'engranger des revenus très importants. C'est pour ça que nous tenons à cet aspect stratégique. Alors nous ne décrivons pas la stratégie parce qu'il faudra l'adapter à chacun des contextes nationaux, mais par contre il est important d'avoir un certain nombre de principes. Et l'un de ces principes, c'est d'identifier effectivement les acteurs qui profitent de la corruption et les acteurs qui pourraient être intéressés à être réellement activement engagés dans la lutte contre la corruption. Ça veut dire aussi avoir une agence de lutte contre la corruption, quel que soit son nom, qui centralise la lutte contre la corruption. Cela est important. Et nous avons également d'autres éléments de l'ordre de la stratégie qui sont dans ce document Mataki. Alors pour nous, d'abord c'est une note qui ne vient pas seulement de l'équipe de Wati, c'est une note qui, à nouveau, est bâtie d'abord à partir des contributions venant de tout le monde.
Et les recommandations que nous formulons également sont soumises à l'attention, à l'analyse, à la critique de tout le monde. Et c'est pour cela que nos débats ne sont pas terminés. Le débat sur la corruption il n'est pas épuisé. Au contraire, Mataki relance le débat. Et nous invitons tous les citoyens de la région, tous ceux qui sont intéressés à l'amélioration du bien-être collectif dans les différents pays de la région, d'aller plus loin, de nous dire comment est-ce qu'on peut concrètement mettre en œuvre ces recommandations dans leur pays spécifiquement, de nous dire comment est-ce qu'on peut bâtir des coalitions dans leur pays spécifiquement à partir des organisations de la société civile qui existent déjà, à partir des agences nationales officielles qui existent déjà. Comment porter le message auprès de la jeunesse? Comment porter le message auprès des décideurs? Et donc, c'est seulement maintenant que ce travail commence. Ce travail de dissémination, ce travail d'explication doit se poursuivre. Ce que nous disons également, c'est que il y a beaucoup d'autres recommandations que nous aurions pu faire. On n'a pas beaucoup parlé du renforcement nécessaire des systèmes judiciaires, par exemple, qui est absolument essentiel dans la lutte contre la corruption. Il y a beaucoup d'autres thèmes, comme évidemment tout ce qui concerne les transferts internationaux, puisque l'argent de la corruption, il va aussi souvent ailleurs. Et donc, il y a toute une lutte qui doit se mener au niveau international. Mais nous reviendrons sur ces questions. Nous avons choisi d'abord de partir sur des questions qui intéressent tous les citoyens et sur les luttes que nous pouvons mener au niveau local, au niveau national. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener aussi la lutte au niveau global. Mais Wati, c'est à nouveau d'abord et avant tout un ancrage dans la région. Et commençons déjà par essayer de résoudre les problèmes qui sont à notre portée et attaquons-nous aux problèmes plus difficiles dans un deuxième temps.